Coucou tout le monde, c'est Ulora, bienvenue dans ce cinquième épisode des Chroniques BD. Faut quand même reconnaître, ce mois-ci, ça s'appelle les Chroniques BD, mais des BD, j'en ai vu deux ce mois-ci, et encore la dernière, je l'ai trouvé vraiment au tout dernier moment. Sinon, tout le reste, ça va être du comics et un petit peu de manga. Du coup, depuis que j'ai commencé toutes ces chroniques, je me suis aperçu que je lisais vraiment beaucoup de comics. Jamais, je le savais, maintenant j'en suis sûr. Donc là, ce mois-ci, on va nous attendre une dizaine de livres, bien, et du bien. Ce mois-ci, quand même, c'était plutôt un bon mois. Donc je vais tout de suite vous présenter ça sans plus tarder. On va commencer tout de suite. Du coup, de ce côté-là, je suis bon, tac tac tac, et ben c'est parti. Commençons par la première bande dessinée, enfin, un comics qui est Invincible. Invincible, donc, de tous, voilà. Invincible, donc c'est un comics que je lis enfin, régulièrement puisque les sorties sont régulières, en tout cas en ce format intégral, donc en grand format. Donc c'est scénarisé par Robert Kirkman, qu'on connaît beaucoup pour... j'ai oublié le nom, si, ça y est, The Walking Dead, Oblivion Song récemment, et il a fait quoi d'autre bah, c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça, je peux faire plein d'autres trucs aussi, mais je ne les ai pas notés. Donc, on raconte l'histoire de Matt Grayson, qui est le fils d'un super-héros, enfin du meilleur des super-héros, et puis qui découvre ses pouvoirs, il découvre l'amour, il découvre plein de trucs, et il y a plein de petites arcs narratifs qui se rêvent dessus. Mais ça, c'était vraiment le début, quand même. Maintenant, depuis le 6, la situation initiale a quand même pas mal changé. Donc, c'est dessiné par Ryan Otley, qui, qui lui, et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah bah c'est ouais, voilà, c'est vraiment son travail le plus mémorable, Invincible. Sur deux chapitres de cet intégral 6, Cory Walker, donc le co-créateur du personnage d'Invincible, revient un peu au crayon. Je vous avoue que quand je les ai lus, j'ai pas noté la différence de style. Parce que la première fois, vu qu'il avait écrit les 6 premiers chapitres, si je dis pas de bêtises, je voyais bien la différence entre ce qu'avait commencé par dessiner Cory Walker, puis ensuite le trait de Ryan Otley. Là, j'ai pas noté. Peut-être que soit Cory Walker s'est amélioré en dessin, moi je sais que je n'aime pas ses dessins donc à l'origine, donc c'est pour ça que je parle d'amélioration alors qu'il dessinait quand même bien, ou peut-être qu'il s'est plus adapté au trait d'Otley. Peut-être, je ne sais pas. Donc, concernant cet épisode, je vais mettre quelques images. Hop là. Donc déjà, cet épisode, il quand même démarre sur les chapeaux de roue. Le précédent, ça finissait, c'était un peu gros bordel. Ou alors, tant... Si, voilà, si, ça annonçait plutôt prémisse de gros bordel, le gros bordel qui arrive. Et là, tous les premiers chapitres de ce tome 6, de cet intégral 6 en tout cas, il y a une montée en... Enfin, il y a l'action qui s'arrête jamais, et même au fur et à mesure, ça monte un peu crescendo. Il y a un nouvel adversaire qui apparaît pour Invincible, et, qui va vraiment pousser Invincible dans ses derniers retranchements. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, ensuite sur la deuxième partie, on va conclure pas mal de petits arcs scénaristiques qui avaient été mis en place dans tous les volumes précédents. C'est une des forces d'Invincible, c'est de mettre en place des petits arcs, puis au final, 10-15 chapitres plus tard, et ben, ça fait carrément un ou deux chapitres pour toute une histoire, et donc là on va avoir quelques conclusions supposées en tout cas de ces chapitres, des choses qui sont mises en place pour la suite, donc assez hâte de lire l'intérêt 7. Parce que quand j'ai commencé justement, quand ces intégrales sont sortis, tout le monde disait ouais, Invincible, faut y aller, Invincible, c'est génial. Donc quand les gens disent ça, qu'est-ce que je fais? Je lis pour me faire mon propre avis. Et il y a un moment, quand tout le monde vous dit que c'est génial, et ils ont pas tort quand même. C'est vachement, Invincible, c'est vachement bien. C'est vraiment génial. Donc l'intégral est toujours en cours de publication chez Delcourt. Et donc lisez Invincible, c'est génial. Non mais franchement, c'est génial. Donc voilà pour Invincible. Sont ensuite à la suite. Donc la suite c'est Seven to Eternity. Donc là je vais pas parler du tome 4 que j'ai lu, puisque j'ai relu aussi le tome 1, 2, 3, puisque la série est terminée.
et la série est terminée et n'appelle aucune suite. Donc, de quoi parle Seven to Eternity? Alors, ça va pas être facile, le pitch que je vais faire, c'est uniquement sur les événements qui se déroulent avant l'histoire, parce que justement, faut essayer de comprendre un petit peu cet univers. Donc déjà, Seven to Eternity, c'est un univers de fantasy. Pas forcément héroïque fantasy, c'est pas très héroïque, hein, mais bon, voilà. La fantasy, vraiment un monde complètement créé, il n'y a pas de nains, elfes, tout ça, c'est des peuples différents qui ressemblent à plein de choses. Et il a créé ils ont créé tout un univers. Donc, dans cet univers, certaines personnes, les Mosaics, ont des pouvoirs. Il s'avère que un des Mosaics, le roi Fange, enfin aujourd'hui appelé le roi Fange, il a un pouvoir qui est en échange d'une promesse. Par exemple, tiens, je te promets de te donner de l'eau. En contrepartie, je vais accéder à tout tes sens. Ça, les gens ne le savent pas forcément. Il fait une promesse. Tu as entendu la promesse, il te donne de l'eau et du coup il a accès à tous tes sens. Donc il y a Zeb Osiris qui lui, qui est aussi un Moda, il s'est aperçu que lui il dit mais il est en train de quand même de contrôler un petit peu tout le pays en faisant des promesses un peu à tout le monde. Donc il prévient les autres Mossack en disant que le roi Fange, faut s'en méfier un petit peu. L'autre ils font non mais c'est bon, t'inquiète pas, vas-y, rentre chez toi. Chose qu'Osiris a fait. Sauf que il s'avère que cet Osiris, il avait raison. Et donc les Mossack à un moment ils se sont dit bon on va quand même se friter avec le roi Fange. Ils veulent appeler Osiris, et Osiris il leur fait vous m'avez envoyé chier, et moi aussi, je me casse. Et du coup, il abandonne les Mosaics à leur guerre, et considère ensuite Osiris comme un traître. On retrouve Zeb Osiris des années plus tard, éloigné de tout avec sa famille justement, et ensuite l'histoire va concerner plutôt le fils de Zeb Osiris, Gébidia, et aussi le roi Fange, puisque du coup le roi Fange il va revenir et tout, il y aura aussi d'autres personnes, puisque Seven to Eternity ce sont 7, ils vont être 7 dans cette histoire. Je dis pas trop plus, pour vraiment vous laisser découvrir, hein. C'est que si je devais faire un résumé, globalement je résumerais tout le premier volume, ce qui serait un peu dommage. Donc ça c'est pour l'histoire. L'homme derrière cette histoire, c'est Rick Remender. Rick Remender, j'ai envie de l'appeler aujourd'hui le super-héros des scénaristes, hein. C'est un scénariste que j'adore. J'adore vraiment ce scénariste avec comment il s'appelle, Jeff Lemire. Jeff Lemire aussi que je trouve très 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 bon. Enfin, que je trouve très très bon, non, que les gens aussi trouvent très très bon. Remender, il est en tout cas en comics indépendants, il est vraiment dans des univers que j'adore. Du coup, j'adore Remender. j'adore ce qu'il crée. Donc là, ces dernières années, il a écrit notamment Fear Agent, du pulp, c'est de la science-fiction avec complètement pulp, avec un héros qui est drogué, alcoolique, avec un jetpack dans le dos, avec des extraterrestres qui font défouler de l'extraterrestre en veux-tu en voilà. J'adore Fear Agent. Il a fait Lao, que je n'ai pas lu, Deadly Class. Il y a une série Netflix, je crois que c'est Netflix en tout cas qui a fait cette série. À ce qui paraît, c'est très très bien. Je m'y pencherai un jour sur Deadly Class, promis, je le ferai. Parce que ça a vraiment l'air super sympa, une école d'assassins. Il a fait quoi d'autre? Tokyo Ghost, qui est du cyberpunk, qui dénonce pas mal au niveau du traitement des réseaux sociaux, des médias, les trucs comme ça, puisqu'on est dans un univers ultra connecté, et donc entre l'ultra connexion et la non connexion, enfin il y a tout un truc comme ça. Vraiment sympatoche aussi, Tokyo Ghost. Black Science, qui me fait beaucoup penser à Sliders, puisque on va de monde parallèle en monde parallèle. C'est assez fun aussi. Enfin, vous avez compris que j'aimais beaucoup Remender. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi chez lui? Oui, et puis récemment il a fait The Scumbag, mais je n'en parlerai pas ce mois-ci, j'en parlerai le mois prochain, c'est génial, The Scumbag. Donc il a fait aussi un saut chez Marvel sur des trucs comme X-Force, Uncanny Avengers, il a fait longtemps. Secret Avengers, il a fait du Civil War aussi. Il a dû être sur Civil War, peut-être le 2 au moins, je ne sais plus. The Punisher, Captain America et d'autres. Donc voilà, j'aime beaucoup Remender. Et quant au dessin, c'est Jérôme Opena qui a beaucoup bossé aussi avec Remender sur Fear Agent, Strange Girl, dont je n'ai pas cité mais que je ne connais pas, puis Uncanny X-Force, Punisher, euh, Swamp Thing c'est DC, il a fait Deadpool. Voilà, pour Jérôme Opena qui est un Philippin.
je vais montrer quelques images et vous dire ensuite ce que j'ai pensé de tous ces volumes. Tac. Voici quelques dessins. Alors, bon, bah, j'ai eu du mal à trouver un axe pour faire le scénario. Résumé du scénario, vite fait. Je vais en avoir autant pour faire une critique. Parce que je sais que c'est pas parfait. Je le sais. Mais j'aime Seven to Eternity. J'attendais le volume 4 avec impatience qui est sorti du coup au mois fin mai. Fin avril. Je l'attendais vraiment. Donc j'ai relu les précédents parce que je me souvenais plus trop du tome 3. C'est que si je m'en souvenais plus, c'est que ça m'a pas marqué tant que ça, mais n'empêche que j'attendais quand même cette suite et cette fin surtout. Ah, et donc c'est pour ça que j'ai du mal à faire une critique objective. Enfin, une critique n'est jamais objective, forcément, c'est mon avis. Mais là, celle-là, bah, j'aime Seven to Eternity. Euh, c'est les dessins déjà, sauf un arc au milieu, je pourrais vous montrer un dessin. Les dessins, moi j'aime beaucoup. Ils sont assez sombres. Les les couleurs sont soit assez, bah, sur une page comme ça, c'est assez uni, flashy, mais il y a un côté un peu sombre, voilà, ça manque de contraste, un petit peu. Mais c'est voulu et ça rend pas les dessins moches. D'ailleurs, il existe une version noir et blanc de Seven to Eternity, sortie en France en plus, donc il doit rendre beaucoup plus hommage au dessin. Oui, enfin les couleurs aussi rendent hommage, enfin ça fonctionne, de toute façon cette BD fonctionne. Les dessins, par contre, qui fonctionnent moins, je crois que c'est dans le tome 2, c'est quand ils sont sur une île aérienne. Oui, c'est ça. Non, c'est pas une île aérienne, ouais, voilà, tac. En contrepartie, on a le genre de dessin beaucoup plus cartoon. Euh, les couleurs restent les mêmes, hein, c'est toujours Matt Linksworth qui s'en charge, mais c'est pas les mêmes dessins que ailleurs dans la BD. Voilà, tiens, là on prend un visage, là, ici, celui-ci. Et si je vais un peu plus loin, bah, le visage, il n'a pas le même détail, tac. Ah, c'est des détails différents. Voilà, je prends cette page-là, tac, on a ce dessin-là. Avant, on avait, et je ne vais pas la tourner en page, on avait ça. C'est pas tout. J'accroche moins justement ces deuxièmes dessins. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un changement de dessinateur. Le dessinateur, c'est James Haven. Je ne sais pas ce qu'a fait ce monsieur. Je ne suis pas renseigné. Ensuite, l'histoire, bah, elle est finalement assez simple à comprendre. Les enjeux sont simples, hein. Surtout avec au niveau de la, de la promesse, puisque tout tourne autour finalement de la promesse et de la trahison. Euh, c'est simple à comprendre, mais je sais pas, il y a une complexité derrière qui rend le truc un petit peu indigeste. Voilà, bon, du coup, en réfléchissant, j'ai trouvé comment mettre, comment mettre les mots sur ce qui ne va pas dans Seven to Eternity. J'avais noté quoi d'autre. Euh, voilà, comme je dis, c'est pas si facile à comprendre. Par contre, tous les personnages qu'on rencontre sont assez intéressants, ils sont un petit peu développés, certains que j'aurais aimé voir plus longtemps, parce qu'il y a des choses peut-être qui fait qu'ils ne les voient plus dans l'histoire, ou ils sont cités plus tard, peut-être qu'ils reviennent, je ne sais pas. Si, je sais, mais je ne vous le dirai pas. Donc déjà par leur design, tous les personnages sont assez, ont des looks, putain, c'est pas mal. Je vais essayer de trouver peut-être dans le premier. Le premier, c'est là où il y a pas mal de persos. Tac. Hop, tac. Voilà. Hop, là on a une personne là, il est sur la page que je vous montre. C'est globalement, bah voilà, là elle arrache un bras et elle se le greffe. Voilà. Oda, ce genre de personne. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment cool au niveau design. Après, il y a aussi un grand écart entre ce que les personnages disent, en tout cas aux autres, et ce qui peut être exprimé dans les bulles. Puisque il y a beaucoup de narration en voix dans les comics, maintenant dans la BD aussi. Et il y a entre déjà ce qui est pensé, les actes, il y a une différence, mais en plus ce qu'ils disent aux autres, il y a encore une différence. Donc là-dessus, c'est toujours dans le jeu de la trahison. Et, et du coup, bah, chez moi, ça fonctionne, hein. J'ai vraiment adoré Seven to Eternity, je conseille, mais je conseillerais en fait de lire Rick Remender. Tous ces ouvrages, c'est quand même sympa quand on aime bah, la science-fiction, la fantasy, quoi qu'il a fait dernièrement. euh,
Death or Glory, qui est un comics où c'est une jeune femme qui cambriole un centre de greffe. Non, pas un centre de greffe, enfin, qui veut faire un casse pour récupérer de l'argent pour que son père puisse avoir posséder une greffe, hein, monnaie en finance. En fait, elle veut sauver son père, du coup, et derrière, il y a des poursuites de camions, de voitures. Et c'était assez. Rien des noms, rien à voir avec de la science-fiction. Ou de la fantasy, parce que je ne trouve ça, c'est de la fantasy. Donc voilà pour Seven to Eternity, c'est disponible chez Urban Comics, et la série est terminée. Donc, je vous conseille cette série. La dernière. Et passons à la suite. Première ici, la souris, et tac. Et la série suivante, c'est toutes les morts de Layla Starr. Déjà, vous voyez, il y a un petit spoil, hein, on va suivre les différentes morts de Layla Starr. En fait, l'histoire est un peu plus compliquée que ça. Ça nous raconte il y a une jeune femme qui se suicide, et en même temps, il y a aussi un enfant qui, des années plus tard, va trouver un sérum contre la mort. Et donc, du coup, ce qui va rendre la mort obsolète. Donc, nous sommes au niveau des divinités hindoues. Le dieu tricéphale, le tout-puissant, lui, va convoquer la mort pour lui dire, du coup, t'es un type qui va créer un sérum d'immortalité, du coup, la mort, t'es viré. Mais la mort ne va pas te laisser faire. Voilà l'histoire un petit peu survolée. Est-ce que c'est vraiment une histoire à découvrir? J'y viens juste après. Donc, toutes les morts de Layla Starr est scénarisée par Ram V. Je ne sais pas si on dit Ram V ou Ram 5. Je ne sais pas si on lit le chiffre en chiffre romain, mais je crois que ça se dit Ram V. C'est un Indien. Donc, il a commencé à publier vraiment récemment, c'est 2016, je crois, ses premiers récits. Par contre, sur tout ce qu'il a fait, il est quand même assez acclamé. Il s'est quand même fait pas mal de remarquer du coup avec This Shore quelque chose. This Shore. Sur Blue in Green aussi, qui a récolté un Eisner Award, hein, l'équivalent des Oscars dans le monde des comics américains. Et il a fait aussi un petit peu de Swamp Thing, de Dark Justice League. Justice League Dark, sans flac vous dire. Et il a fait quoi d'autre? Voici Catwoman, Venom. Alors, on a changé de scénario, on est passé chez Marvel. Et ensuite, le dessinateur, c'est un portugais, c'est Philippe Andrade. Et je ne sais pas comment on prononce en portugais. Qui, il n'y aura aucune surprise à vous dire qu'il est passé chez Marvel. Donc, je vais vous mettre quelques images. Hop, on revient ici. Paf. Et pourquoi je n'ai pas d'image? Parce que j'ai supprimé le coloriste et c'était ça ici. Voilà, voici quelques images. Alors, je ne vais pas vous dire d'acheter toutes les morts de Layla Starr parce que Layla Starr c'est vachement bien. Non, je vais pas vous dire ça. Je vais vous dire de lire. Débrouillez-vous, lisez toutes les morts de Layla Starr parce que d'une c'est bien, c'est quand même bien, mais c'est surtout une bande dessinée qui va faire réfléchir sur la mort. Déjà, on va suivre les péripéties de la mort dans ce volume. Mais ça va être surtout sur les thèmes du deuil, du souvenir, de ce qu'est la mort, de comment on ressent la mort. Donc c'est une BD qui va faire pas mal réfléchir. Je pense que si on s'y connaît un petit peu dans tout ce qui est psychanalyse, tout ce genre de choses, on peut avoir différentes durées de lecture dans cette bande dessinée. Moi je n'ai pas ces clés, mais ça ne m'a pas empêché de me poser des questions durant toute la lecture. Et c'est vrai quand même que lisez toutes les morts de Layla Starr. Côté dessin, je suis pas forcément un gros fan. Maintenant, j'aimerais bien il va falloir que je le relise à nouveau pour me regarder un petit peu tous les arrière-plans, me marquer beaucoup plus sur les dessins parce qu'ils sont quand même, surtout là je les vois en même temps que vous. Il y a quand même un truc sur tous ces dessins. Voilà, il y a des pages quand même beaucoup plus simples, un peu moins chargées que celles que je vous montre à droite. Mais je suis pas gros fan de ça. Je préfère les dessins réalistes, ce genre de dessin. Pardon.
Donc après, pour résumer, toutes les morts de l'Elastar, c'est quand même une bande dessinée que je pourrais offrir, en tout cas à des personnes qui ne lisent pas de comics, et voire même offrir à des personnes qui ne lisent pas de bande dessinée. Parce que c'est comme, enfin, voilà, ça fait réfléchir, c'est pas juste une bête bande dessinée où on s'amuse. C'est voilà, il y a une réflexion derrière autour de l'amour. C'est pas, ça fait pas rigoler non plus hein, comme thème, même s'il y a, il y a certains passages, une ou deux morts qui m'ont fait bien marrer. Il y a aussi tout un chapitre où, quand on parlait juste avant de la voix off dans les comics, dedans il y a un chapitre où la voix off, c'est une cigarette. C'est la cigarette qui nous fait la voix off et qui nous donne son rapport à la mort et par rapport à tout ce qui l'entoure. Tout ce qui l'entoure. Mais voilà, quand même, c'est la première fois que je lisais bah, les pensées d'une cigarette. Il y a des axes qui sont assez sympas. Enfin bon, voilà, donc toutes les morts de Elastar, c'est disponible chez Urban Comics dans un grand format. Hein. Si je prends un format de comics, forcément, j'en ai pas sous la main ici. Euh, bah oui, tiens, je suis là. Voilà, le format comics et le format Urban qui se rapproche plus d'un format bande dessinée. Format bande dessinée, voilà, format c'est la même taille au niveau hauteur, après la largeur n'est pas la même. Mais au moins ça permet de mieux apprécier les dessins, les grands formats. J'aime les grands formats. Donc voici, c'était tout pour toutes les morts de l'Elastar. Passons à la suite. Et la suite, eh ben, si vous suivez les deux derniers épisodes, hein, Free IRL, on en a déjà parlé. Donc, tout le monde disait que Free IRL c'est super bien. Free IRL nous raconte l'histoire d'une elfe après sa quête et de ses compagnons. Après qu'elle ait vaincu le Seigneur du Mal avec ses compagnons, puis ensuite, le temps a passé, ses compagnons, elle est immortelle, ses compagnons non. Du coup, il y a encore un peu le souvenir qui est là et alors, les regrets en fait de l'elfe qui n'a pas finalement, qui ne s'est pas intéressée autant qu'elle aurait voulu le souhaiter à ses amis. Et là, maintenant, pareil, le tome 2, on voit vraiment qu'elle part finalement dans une nouvelle quête avec les disciples de ses anciens amis. Elle est toujours froide, mais on sent qu'elle va quand même changer, qu'elle va peut-être s'intéresser un peu plus à ses nouveaux compagnons. Donc, le scénario, c'est Kanehito Yamada et dessiné par Tsukasa Abe. C'est les premiers travaux qui sont publiés en France, en tout cas. Je ne crois pas avoir trouvé d'autres titres au Japon. Je ne sais plus. Je sais que je l'avais dit lors de 2 épisodes plus tôt. Mais là, depuis, j'ai oublié. Les dessins. À quoi ça ressemble et ce que j'en ai pensé. Hop, tac, tac, voilà. Voici quelques dessins. Du coup, cette série, voilà, moi j'étais pas du tout dans l'optique. Tout le monde disait qu'il était super bien. Moi j'ai trouvé ça, moi ça me laissait plutôt froid. Enfin, j'étais, oui, c'est bien, mais c'était pas transcendant, c'était pas non plus comme tout ce que disaient les gens. Et puis au final, au bout de 3 tomes, moi je les avais pas lus, hein, j'avais pas lu les chapitres en amont, je m'aperçois que Frieren m'a apprivoisé, ou peut-être l'inverse. J'étais super content de retrouver l'elfe dans ce 3e volume. Je me souviens quand il était posé là, juste ici, juste derrière, je me regardais, faut que je te lise. Et du coup, j'ai lu. Donc maintenant, je sais, et finalement, ouais, je suis vraiment content d'avoir retrouvé. On a la suite des péripéties qui avaient eu lieu à la fin du tome 2. On a aussi tout un flashback sur FreeRN. C'est peut-être ce qui me manquait un petit peu pour vraiment apprécier ce personnage, puisque du coup, c'est un flashback qui a lieu 1000 ans avant. Donc c'était assez intéressant d'ailleurs ce flashback. Et donc, je commence vraiment à apprécier cette série et je commence à comprendre les critiques positives à propos de FreeRN. Côté dessin, je regrette de ne pas avoir ce manga en un format Deluxe ou Perfect Edition, enfin c'est tout ce que vous voulez, enfin dans un format plus grand, parce que les dessins sont quand même assez fournis, hein, on peut voir d'ailleurs sur cette page-là. Et les cases, des fois, sont un petit peu petites, hein, on va tourner des fois sur du 8 ou 9 cases. Hein. J'essaie de trouver une page où il y a beaucoup de cases, voilà, celle-ci par exemple.
sur cette page-là, voilà, on a quand même pas mal de cases. On en a 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 cases sur juste tout ça. Alors que la semaine et le mois dernier, souvenez-vous quand j'ai parlé d'Altered Blood, on tournait plutôt à 4 ou 5 pages par 5 cases par page. Là on est sur un format plus petit, on a plus de cases. Mais j'aurais beaucoup aimé un format plus grand. Toujours le chose positive, hein, on a au milieu, de notre page, au milieu on a un peu de blanc qui permet de pas être comme ça dans le manga pour essayer de vous lire les bulles qui sont vraiment à l'intérieur ou pour apprécier les dessins à l'intérieur. Bon, par contre, du coup, les doubles pages, bah, il y a un petit manque hein, sur les doubles pages, puisqu'il y a un truc au milieu. Donc, Frieren, c'est le tome 3 qui est sorti en France. Les autres tomes ne sont pas encore sortis. Il y en a combien actuellement au Japon? Il y en a 7 au Japon actuellement. Là, je ne sais pas combien cette série va comporter de volumes. Voilà pour Frieren. Passons ensuite à la BD, et là ma souris elle ne veut pas, ça y est, voilà, tac. Et on va passer retour au monde d'Aquilon dont j'ai parlé la semaine dernière dans le hors-série avec Ararune. Donc Ararune, j'en avais parlé puisque Ararune du Temple, c'était le tome 18 qui était sorti il y a de ça un certain moment. J'essaie de regarder, qui est sorti en 2020. Et là, 2 ans plus tard, on a la suite donc, de ce personnage d'Ararune qui s'appelle maintenant Ararune et la rage bleue. Première fois que chez les nains on n'a plus prénom du temple, des errants, de la forge, du bouclier. Là on a voilà, Ararune et la rage bleue. La rage bleue c'est l'elfe hein, qui est bleu justement. Donc du coup si vous voulez savoir un petit peu plus sur les mondes d'Aquilon, je vous invite à regarder leur série dédiée que j'ai fait qui date de la semaine dernière. Du coup, ce tome 23, c'est bien la suite du tome 18. Donc, on va retrouver. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de représenter les personnages, hein, on les connaît, hein, Ararune et l'elfe dont j'ai oublié le nom. Je les connais vachement bien, vous avez vu, hein, je me souviens vachement bien de son nom à la demoiselle. Et donc, ce volume-là, donc Ararune, c'est un garde en ville. Hein, il est du temple, mais en fait, on s'en fout. C'est un garde en ville avec l'elfe. Un petit peu. Et donc ils essayent, voilà, dans ce volume-là, de démêler un petit peu les intrigues de la cour, enfin des chefs de la ville, et aussi, parce qu'il y a aussi il y a une révolte populaire, il y a des monstres qui font leur apparition. Il y a aussi d'autres nains, il y a aussi un autre nain qui vient faire un coucou, un petit caméo dans ce volume-là. Il fallait lire les volumes précédents. Maintenant, voilà, les deux peuvent se lire indépendamment. Vous pouvez lire le 18 et le 23. Je vous conseille de lire le 18 avant le 23. Même si celui-là pourrait se lire seul, lisez d'abord le 18. C'est beaucoup mieux. Donc c'est Nicolas Jarry qui est au scénario. Nicolas Jarry, c'est un spécialiste de la fantasy. On va retrouver sur toute la série Nain. Ce qui va expliquer aussi cette cohérence en fait dans les albums. Chacun, quand des nains vont faire leur apparition d'un album à l'autre, il y a une cohérence puisque c'est toujours le même scénariste qui est vraiment derrière. Voilà, il a aussi écrit un récit sur la mythologie scandinave, le Crépuscule des dieux, qui est très très bien d'ailleurs. Voilà, il a participé à d'autres séries concept, les Maîtres Inquisiteurs, différentes séries, ensuite chez Soleil. Des séries sur le mythe arthurien, et le dessinateur c'est, pour le chiffre que je regarde, l'italien Paolo De Plano, qui a déjà été sur toutes les séries du Temple, des Nains du Temple en tout cas, et ensuite pas mal de boulot aussi en Italie et sur les séries Soleil, hein, on va le trouver sur les Maîtres Inquisiteurs, sur les exilés d'Aceltis, et aussi scénarisé d'ailleurs par Nicolas Jarry. Hop, voilà, mettre quelques images, hop, voilà, quelques planches, hein. Donc certaines sont prises en photo, c'est pas des... provient pas d'internet, donc la qualité est un peu moins bonne, désolé. Donc quand j'avais évoqué les dernières bandes dessinées du monde d'Aquilon, hein, donc dans l'épisode 4, je trouvais que c'était bien mais sans plus, voilà, c'était dans une bonne moyenne mais c'était pas transcendant. Je dois reconnaître que les Ararune, j'ai relu le tome 18 avant de relire ce 23, et c'est au-dessus du lot et ça confirme quand même que les albums des nains
sont quand même un petit peu au-dessus des autres collections des mondes d'Aquilon, hein. Enfin, pour ma part, je trouve qu'il y a une qualité chez les nains qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Euh, Donc d'ailleurs l'elfe bleu c'est Antalya, je l'avais écrit mais pas dans la bonne case. Euh, J'aime beaucoup en fait euh, cet album là parce que bah on va vraiment pousser un petit peu plus dans le passé déjà de l'elfe bleu qu'on avait pas trop un petit peu évoqué dans le tome 18, mais là on va entrer un petit peu plus dedans, hein, puisque bah, si elle est énervée c'est qu'il y a une raison. Et pareil on va un petit peu évoquer aussi cet Ararun qui est un personnage aussi assez sympa. Donc ça c'est pour concerner les deux personnages, mais voilà, il y a tout aussi un jeu politique et qui est fait. Et donc, bah, ensuite, ce jeu politique et ces trucs-là, aïe, aidez-moi. C'est quoi? Et merci pour le follow déjà. Euh, Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, les deux tomes sont vraiment, vraiment très très bien. Après, sur les dessins, bah ça, c'est pareil, un peu dans le haut du panier de chez des séries des mondes d'Aquilon. Même si le style est toujours similaire. Euh, Tu es un gros fan des Bale Moyen-Âge. Et là, tu vois un gros nain. Oui, donc cette. Bah, ok. Je cherchais à savoir voilà, ce que tu me disais, c'est quoi? Et bah, c'est quoi? C'est la bande dessinée nain. Une série dans un monde de fantasy. Donc, c'est Moyen-Âge, c'est de l'heroic fantasy. C'est moyenâgeux, mais bon, il y a de la magie, il y a de la magie, hein. Euh, Donc si ça t'intéresse, dans tout cet univers-là, j'ai fait un hors-série que tu pourras retrouver sur la chaîne des Kitsune, qui explique un petit peu toutes les séries des mondes d'Aquilon. C'était un peu pour présenter justement cette bande dessinée. Donc du point de vue dessin, voilà, donc c'est très bon. C'est la main de toute la série, c'est bon, mais celui-là un petit peu plus au-dessus du lot, je trouve. Peut-être parce que j'ai beaucoup aimé cette série. Alors non, elle n'est pas du tout de moi. Là, tu es donc dans. Tu es en train de regarder les chroniques BD du Laura. Du Laura, c'est moi. Où je présente différentes lectures que j'ai fait durant le mois. Donc là, je présente toutes les bandes dessinées que j'ai lues durant le mois de mai. Voilà. Non, mais la série je ne suis pas du tout dessinateur, je suis juste amateur, ni scénariste, je suis juste amateur de bande dessinée, de comics et de manga. Surtout de comics ce mois-ci en tout cas. Donc là, je présente mes différentes lectures, et là, tu es arrivé au moment où je présente bah, ce tome 23 de Nain. Donc le tome 23 est à présent déjà disponible chez Soleil Prod. Le mois prochain, je crois que c'est un tome de Mage qui doit sortir, et après les tomes suivants seront que en mois de août ou septembre, je ne sais pas. Voilà, c'est ça exactement, je suis passionné. Passons à la suite. Et on va revenir dans l'univers des comics avec Phasm, un gros pavé qui est sorti ce mois-ci chez Delcourt. Et bien sûr, tu peux me poser une question. Il n'y a aucun problème. Donc, Phasm, c'est une bande dessinée qui est sortie en fin des années 90, début 2000, scénarisée et dessinée par Michael Turner, dont je reviendrai juste après. Ça va nous raconter l'histoire d'Aspen Matthews, une jeune femme qui est apparue sur un bateau qui a disparu pendant 10 ans. Donc, elle est apparue, elle avait 11 ans. Euh, et du coup, on s'aperçoit aussi, et elle ressent que ce n'est pas une personne ordinaire, qu'elle aura peut-être des pouvoirs. Et on voit aussi qu'il y a un peuple de l'eau qui existe, tout un truc un peu fantastique qui gravite autour. Ces créatures marines peuvent aussi manipuler l'eau. En termes de manga, j'ai lu quoi? Je vais te répondre juste dans le livre juste après qui est un manga. Je vais finir avec Phasm, et comme ça on va pouvoir commencer les mangas juste après. Du coup, l'homme qui est derrière Phasm, c'est Michael Turner. Michael Turner, c'est une étoile filante. Enfin, oui, on peut dire que malheureusement c'est une étoile filante, hein, il est apparu début des années 90. Il a fait forte impression dès le début. Il a fait quand même des grosses séries. Et malheureusement, il est décédé rapidement, trop tôt,
trop tôt, je crois qu'il est décédé en 2008. Et nous laissant orphelin un petit peu de Phasm et d'autres séries qu'il a pu dessiner. On peut retenir en tout cas de Turner, c'est que sur les personnages qu'il écrivait, surtout les personnages féminins, au lieu de les décrire comme ce qu'on trouvait dans les années 90, comme des bombasses qui sont complètement badass, qui vont jurer et tout, lui, il en faisait des personnages, des bombasses aussi, hein, mais ce sont quand même des femmes fortes, intelligentes, qui sont bourrées de qualité, en tout cas. C'est ça qu'on va retrouver chez Michael Turner, c'est pour ça aussi qu'il avait été apprécié par la gente féminine et masculine, en tout cas. Donc sa carrière, donc il a commencé chez Top Cow dans les débuts des années 90. Donc il a co-créé la série Witchblade. Il a fait Phasm, d'ailleurs, et c'est la première fois qu'il a fait le scénario. Et après on l'a fait aussi du Soulfire qui décrit de la fantasy dans un monde de science-fiction. Donc j'ai très envie de dire ça. Et d'ailleurs ça sort l'intégrale de Michael Turner sur Soulfire qui sort le mois prochain. Là je pense que je vais pas mal m'y intéresser. Et il a bien sûr été bossé chez Marvel et chez DC Comics. Mais voilà, il est décédé en 2008 d'un cancer des os. Donc je vais vous montrer quelques images de Phasm. Hein. Vous allez voir pourquoi aussi il est apprécié. Hein. Voilà, les dessins sont juste magnifiques. Moi j'adore. Hein. Bon, les dessins aussi, voilà, les personnages féminins, il sait aussi très bien les dessiner. Donc déjà, on va parler quand même de l'édition que j'ai entre les mains. Donc c'est une édition intégrale de ce qu'a écrit Michael Turner sur Phasm. C'est-à-dire tout ce qu'il a pu écrire, ce qu'il a pu dessiner, pardon, tout ce qu'il a pu écrire d'autre, ou aidé par d'autres personnes aussi au scénario, sur Phasm n'est pas dans cet ouvrage, donc c'est un intégral qui me porte mal son nom. Donc j'ai du mal en plus à savoir qui est cet intégral. Si vous connaissez un peu les comics et Michael Turner, vous êtes fan de Michael Turner, vous avez sûrement déjà lu Phasm, vous avez déjà l'intégral Phasm dans différentes éditions. Euh, Si vous ne connaissez rien en comics, Michael Turner Phasm, bon, ça vous laisse froid parce que ça vous parle pas. Après, ça va être plus dédié peut-être pour des personnes comme moi qui connaissent Turner, qui n'ont jamais lu Phasm, mais il me manque quand même, j'aimerais bien la suite, j'aimerais bien la connaître. C'est assez simple aujourd'hui avec Internet, mais bon, l'avoir en papier, c'est mieux. Ensuite, toujours concernant cette édition, ils ont tout remis dans l'ordre un petit peu des publications chronologiques. Donc, par exemple, sur les premières pages, on va avoir des teasers de la série, donc qui vont nous dire de quoi parle Phasm. Mais je m'en fous, je vais les lire. C'est pas comme si j'ai pas besoin de me teaser ce que je vais lire, puisque je l'ai déjà. Je l'ai entre mes mains. J'ai pas besoin. Tu me connaissais, tu ne t'y connais, aidez-moi, tu ne te connais pas en comics, mais tu connais Turner. Bravo, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Michael Turner, donc c'est tout à ton honneur. Et du coup, maintenant, tu connais un de ses comics. Voilà, c'est ça. Donc, l'histoire, j'ai eu pas mal de difficultés à rentrer dedans. Peut-être parce que le dessin prenait le pas sur, le, sur peut-être l'histoire, en tout cas. Puis il y a eu le teasing avant qui m'a gonflé. Faut quand même bien l'admettre. Qu'est-ce que je disais Voilà. Il y a aussi beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages, oui, non, pas non plus. Et surtout qui vont parler avec leur voix off. Donc on a à peu près une dizaine de personnages où on va voir leur voix off. Mais ça veut dire que à ce moment-là, le personnage devient principal. On ne suit pas uniquement Aspen Matthews, on va suivre les autres personnages. Mais ça fait une narration complètement éclatée, puisqu'on va suivre la jeune fille sur quelques pages, puis ensuite on va passer à un autre personnage. Et je veux bien un conseil, oui, je prends les conseils. Ralentir ma voix déjà, ce serait pas mal. Ensuite, donc Turner, on vante ses personnages féminins. Celui-ci, pour Aspen Matthews, oui, c'est une femme forte, intelligente, il n'y a pas de problème, sauf qu'elle est manipulée de partout. Et elle est toujours quand même aidée par les personnages masculins. Donc, c'est peut-être pas le personnage le plus emblématique finalement qu'il faudrait retenir de Turner pour ses personnages féminins. Bon, les dessins, hein, vous les voyez, hein, j'ai pas grand chose à dire. Je les adore, les couleurs, ça fonctionne. Je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Après, tous les personnages ont quand même tendance à être sur le même moule. Hein, c'est des mannequins, que ce soit les hommes ou les femmes. Hein. C'est ça c'est pour ces dessins. Donc du coup,
Phasm, c'est disponible chez Delcourt, et Soulfire, un autre intégral Michael Turner qui est prévu en juin. Voilà pour Phasm. Et passons à la suite. Ok, alors non, plutôt l'inverse, car pour des personnes comme moi qui t'écoutent juste parce qu'elles aiment ta voix, merci. Quand tu donnes beaucoup de détails sur détails, tu crées de la distance avec ceux qui ne sont pas vraiment intéressés. Effectivement, je rentre peut-être un petit peu trop dans les détails. Oui, mais je pourrais essayer de changer ça les fois prochaines. Et ouais, trop d'explications, je suis trop enjoué par ce que je raconte. Donc, pour répondre à ta question tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai vu en manga? Déjà, les liens du sang, qui est juste que tu as sous les yeux. J'ai lu aussi du My Hero Academia, que je vais en parler juste après aussi. Free Eren, qui était passé juste avant, ça c'est pour les trucs récents. One Punch Man. Yu Yu Hakusho, ça c'est un des premiers, et je ferai sans doute un hors-série un jour sur Yu Yu Hakusho parce que j'adore ce manga. 20th Century Boys, dont j'ai parlé les fois précédentes. Eden, j'ai commencé. One Punch Man, je crois que je l'ai dit. Je ferme les yeux pour me souvenir. Gun. Voilà, ça c'est des trucs en tout cas que j'ai lu et que je possède. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, Planète, qui est très très bien, dont j'ai parlé. Blame, qu'il faudrait que je relise parce que j'ai pas accroché. Mob Psycho 100, je n'ai pas lu. Après, bon bah oui, j'ai lu One Piece, j'ai lu Bleach, je les possède pas, mais je les ai lus. Là, je suis en train aussi de lire Full Metal Alchemist. Je crois. Tsubasa, non, je n'ai pas lu Tsubasa. Je suis finalement assez peu manga, j'en ai quelques-uns. Ah si, des Kingdom. Comment ai-je pu oublier Kingdom? Brotherhood. Ah non, mais là, tu me sors des noms. Non, je n'ai pas lu, je n'ai pas lu Brotherhood. J'en ai lu assez peu, hein, des mangas. Enfin, si, j'ai lu Clément aussi à l'époque. Enfin, je pourrais pas tous les citer non plus parce qu'il y en a un paquet et je les possède pas. Là, moi, je me souviens surtout de ceux que je possède, en tout cas dans ma bibliothèque. Ah non, Full Metal Alchemist Brotherhood. Non, moi Full Metal Alchemist, pour l'instant, je suis uniquement sur Full Metal Alchemist. J'ai lu juste ça et je suis en cours. J'ai dû lire les 102 chapitres. Je crois qu'il y en a 118 ou 110, trucs comme ça. J'approche de la fin. J'en parlerai sans doute quand j'arriverai sur la. J'aurai terminé. Je ferai aussi un petit débrief de ce que j'ai pensé de Full Metal Alchemist. Donc, les liens du sang. Donc, les liens du sang dont j'ai pu parler déjà les fois précédentes, c'est un manga de Shuzo Oshimi. Il est connu pour avoir écrit les formes, les formes du mal, non, les fleurs du mal, donc, qui est le même titre que le recueil de Baudelaire, Métier. Donc les liens du sang, ça nous raconte les relations entre un ado et sa mère qui est surprotectrice, et avec différentes péripéties, et en sachant que la mère surprotectrice, elle est quand même assez, voilà, c'est assez bizarre. Il y a des trucs dans le regard qui vont pas. C'est assez étrange. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et les Kingdom, est-ce que je conseille? Carrément, carrément. Kingdom, ça reste du shonen seinen. Je vais être un petit peu entre les deux puisque on voit un héros qui monte en puissance, ça prend les codes du shonen, mais par contre c'est quand même assez sanglant. Hein, c'est des grandes batailles. Ça se cale sur l'histoire de la Chine, en tout cas des royaumes combattants de la Chine et de son unification. Et c'est assez rigolo, mais parce que un des personnages du manga, qui est le roi de Qin, c'est un personnage qu'on va retrouver dans certains films et même dans certaines séries, et qu'en fait qui est vu comme un gros dictateur, alors que dans le manga, c'est un des protagonistes, un type simple, alors que c'est un gros dictateur, un gros dictateur. Alors non, ce n'est pas la période des Trois Royaumes. Les Trois Royaumes se déroulent, si je dis pas de bêtises, en 220. Je crois que c'est ça, c'est à peu près en 200. Ouais, c'est en moins ou c'est en 200? Je sais plus, si, je suis en train de dire des bêtises, donc du coup, je vais pas aller plus loin. Non, c'est ce qui se passe. Ça se passe bien avant l'époque des Trois Royaumes. Et j'ai même plus la date en tête. Le jour où je relis du Kingdom, je préciserai tout ça. Donc voilà pour les liens du temps par rapport à l'histoire. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Hop, hop. Donc, j'abstiens avec cette image.
Euh, donc un peu comme les volumes précédents, les liens du sang se dévorent très vite, hein, il y a très peu de bulles, tout se passe par le dessin, par le regard. Et ce volume-là, il est quand même super dérangeant sur le niveau des dessins, là où on le voit un petit peu, hein, là on rentre dans de l'horreur un peu psychologique, enfin carrément psychologique, hein, les personnages sont complètement torturés, hein, le gamin, là, l'ado, pouh là 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 là, il a quelques tares, hein. Il a certaines névroses. Euh, donc en plus on est dans sa tête, donc il y a des déformations du corps et des visages qui sont encore vachement plus perturbants. Il y a zéro couleur. Alors doit y avoir des pages en couleur dans le fascicule. Par contre dans ce volume-là, il n'y a vraiment pas de couleur. Euh, le jour où cette série se termine, je pense que je la ferai toute d'une traite parce que bah, y a pour vraiment revoir l'évolution de ces personnages. Parce que dans des dérives, j'en ai aucune idée de comment ça peut finir. Mal sans doute, mais ça part dans des trucs. euh, beaucoup côté dessin, on a beaucoup de grandes pages avec un dessin qui sont en pleine page, euh, des doubles pages des fois. Enfin, le dessinateur, enfin le scénario, le dessinateur ou chimie prend vraiment son temps. Je vais essayer de vous montrer des doubles pages, voilà, où on prend son temps, qui ne montre pas grand chose. Voilà, cette double page. Par exemple, il y en a d'autres aussi, des pages, des grandes pages qui assez vides au final, assez blanches, euh, mais qui donnent vraiment du corps au manga. Et dernier point, un truc que j'adore sur la couverture, je vous la montre, c'est voilà, là ici à droite, enfin, ici on a l'ado et de l'autre côté on a sa maman. Et ça fait quelque chose un mélange. C'est assez étrange d'avoir ces deux visages mélangés. Enfin, le manga est étrange. De toute manière. Euh, et pour montrer quand même une évolution de ce manga, j'ai fait un mix un petit peu de toutes les couvertures. Bah, pour montrer quand même vers où on se dirige. Voilà, là on a toutes les couvertures. Donc on prend les tomes 1 à 4 assez sobres, assez blancs. Le 5 commence à mettre de la couleur qu'on trouve dans le 6 ou 7. Le 8 est une anomalie qui est vraiment noir et blanc. Et après le 9, 10, 11, là on voit qu'il y a de plus en plus de rouge qui arrive. Je me demande jusqu'où on va aller au niveau des couleurs. Euh, donc c'est une série qui est publiée chez Kiun et qui est toujours en cours au Japon. Voilà pour les liens du son. La série suivante, ce sera un autre manga qui est Vigilante My Hero Academia. Je ne vais pas vous refaire un petit peu le scénario de My Hero Academia, hein, puisque bah, j'en parle tous les mois. Hein. Comme les mois précédents, hein, on a des personnages qui ont des pouvoirs magiques avec un monde de super-héros. Vigilante My Hero Academia Illegals est un spin-off de la série mère. Illegals. Oui, j'ai fait de prendre l'accent anglais. Autant je fais My Hero Academia en français, et après je fais il est culte. Illégal. On va parler de super-héros, non pas de permis de super-héros. Donc du coup, la série est scénarisée par Hideyuki Furuhashi et dessinée par Betty. À la fin du tome précédent, j'étais assez emballé parce que en me demandant comment ça peut finir parce que en tout cas l'arc puisqu'il y avait une péripétie, c'était quand même le gros bordel, hein, c'était baston et bordel. Et a priori le scénariste aussi se posait la question comment ça pouvait finir parce que bah, il a fait entrer le Deus Ex Machina, hein. D'ailleurs il l'assume, il donne la définition dès le début de ce qu'est un Deus Ex Machina. Voilà, Tolkien avait les aigles et bah, Furuhashi a lui All Might. Donc c'est lui qui vient sauver la situation, donc assez déçu. Est-ce que je regarde les animés? Pas du tout. J'ai commencé à regarder. Bah si, j'ai commencé à regarder. J'ai dû m'arrêter en début de saison 2. Mais voilà. Je continuerai peut-être un jour, mais je d'autres trucs qu'à regarder. Là actuellement c'est du Ghost in the Shell. C'est moche parce que c'est une image de synthèse et c'est très moche, mais bon, voilà, c'est Ghost in the Shell. Regarde. Euh, j'ai lu ça, Ghost in the Shell. Ah, est-ce que je regarde des animés autres que My Hero Academia? Bah, actuellement, voilà, Ghost in the Shell. Après, derrière, ça, je pense que je vais faire 13. Après, 13, je sais pas trop comment ça se prononce. Avant, j'avais dû faire Blade Runner. C'est une image de synthèse aussi. C'est Blade Runner. Euh, Puis j'ai fait d'autres séries aussi, mais j'en ai fait plein. J'en ai fait plein. Mais j'en regarde beaucoup moins aujourd'hui. Je prends moins le temps de regarder des animés.
Du coup, je me suis arrêté, voilà, au Deus Ex Machina de Might. Bon, bah c'était facile, voilà, c'est facile de le faire intervenir, mais pourquoi pas? Surtout que derrière, l'action continue et en plus c'est assez intéressant. Il y a des trucs, il y a des relations entre les personnages qui sont sympas. Euh, Par contre, la deuxième partie, on rentre sur un passé d'un des personnages de la série mère de My Hero Academia. Mais c'est pas lui le personnage principal de cette série, donc entre guillemets, je m'en fous d'avoir son passé, et donc ça me laisse assez froid cette deuxième partie. Donc pas forcément emballé du tome 9, mais je me dis que le tome 9 va rehausser un petit peu tout ça. Donc la série est encore en cours, enfin je sais plus combien de tomes sont sortis en France, et 15 sont prévus au Japon. Donc d'ailleurs on approche de la fin au Japon. Ça doit se terminer au mois de début juillet, si je dis pas de bêtises, et c'est disponible chez Kiun. On va passer à la BD suivante, qui est Shadowman. Alors Shadowman, j'en avais parlé lors du hors-série sur Valiant. Là, nous sommes sur une nouvelle histoire pour Shadowman, un nouvel arc scénaristique. On n'a pas besoin de lire ce qui a été publié avant. Du coup, Shadowman raconte l'histoire de Jack Boniface et de son Loa Shadowman. Donc nous sommes sur la mythologie, enfin sur la culture vaudou. Donc Shadowman, son rôle en tout cas, c'est d'empêcher les morts de revenir sur Terre. C'est le gardien des morts sur Terre. Il peut passer entre le monde des morts et et la Terre. Et tu as envie d'aller au Japon, comme je te comprends. Moi aussi, il faudrait que j'aille au Japon un jour. Le jour où j'aurai peut-être terminé d'apprendre les japonais, parce que c'est pas simple. Euh, donc je suppose que toi, ce que tu attendais, c'était la fin de My Hero Academia, plus que de Shadowman. Ah, si, peut-être Shadowman, le gardien du purgatoire. Alors, c'est pas le purgatoire, c'est le monde des morts. Hein. Ah non, tu as tourné un Shadowman? Ah bah très bien, bah voilà, il est sorti, hein, il est sorti ce mois-ci, enfin fin du mois. Du coup, là, dans cette nouvelle histoire, euh, les morts débarquent en force sur Terre, et donc Shadowman, il essaye de comprendre pourquoi ils débarquent, et puis de les empêcher de venir en disant rentrez chez vous. Et il est aidé par son ami ennemi, on sait jamais trop, le Baron Samedi. Donc cette nouvelle série, elle est scénarisée par Cullen Bunn. Pas de spoil. T'inquiète pas, normalement, il y en a pas trop. Il y en a pas. Donc du coup, j'ai vu que fait ce qu'on découvre dans les premières pages. Donc il a déjà officié. Donc Cullen Bunn a déjà officié chez Valiant sur Punk Mambo et sur Roku aussi. J'avais oublié qu'il fait scénariser Roku. Après, c'est un auteur qui est assez spécialisé dans l'horreur avec Arrow County et aussi The Six Gun. Il a bossé chez DC sur des séries comme Lobo et Sinestro, et chez Marvel, bien évidemment, sur Fear Itself et sur Deadpool. Je vais oublier. Il a pas bossé chez Swamp Thing, sur Swamp Thing. Pas a priori, non. Et quant à John Davis Hunt, qui est au dessin, bah, j'ai retrouvé des travaux pour lui que sur The Wildstorm, Clean Room, que je connais absolument pas ces livres-là. Il a fait aussi un chapitre d'Immortal She-Hulk et un chapitre de Judge Dredd. Bon, mon avis sur cette nouvelle série. Hop, je vous mets quelques pages. Hein. Sorti du contexte, hein, ça ne donne aucun spoil. Donc c'est un reboot sans en être un, mais bon, tu peux vraiment commencer cette série sans aucun problème. Euh, Shadowman, moi, alors, peut-être contrairement à toi, aidez-moi, c'est un personnage qui m'a jamais botté. Ses premières histoires, en tout cas, depuis le reboot de ce personnage, hein, depuis 2012, bah, je trouvais que Jack Boniface était assez antipathique. Voilà, afin de renier un petit peu son passé et puis bah, son loi. Bah, à chaque fois qu'il faisait des choix, j'ai l'impression que c'était les mauvais choix, les pires choix qu'il pouvait faire. Donc pas profane du personnage. Voilà. Là, enfin, dans les précédents, on s'intéressait plus au personnage sous le masque que à Shadowman. Là, en tout cas,
enfin plus, Jack Boniface, on va voir assez peu. C'est dommage, on préfère souvent l'homme sous le masque plutôt que le masque. Euh, je ne comprends pas pourquoi cette série est faite en. Bah, elle va être en 2 tomes. Hein. Je ne comprends pas pourquoi Bliss faire un tome 1, il va sortir un tome 2 au mois de novembre. Parce que la série vient de terminer aux États-Unis. En 8. Enfin, l'arc en tout cas termine aux États-Unis en 8 volumes. Il aurait pu sortir les 8, bon si, je pense que c'est par rapport à un modèle économique, puisque bah, là, Bliss a sorti cette semaine, ou la semaine dernière, un tweet en disant bah il va être obligé d'augmenter les prix parce que ça devient quand même compliqué pour eux avec les prix du papier et tout ça, et c'est vrai que c'est compliqué. Et oui, on a passé l'heure, hein, c'est à peu près le cas à chaque fois quand il y a une dizaine de titres, hein, je prends le temps, et ça fait 1 heure, il m'en reste encore un derrière. Euh, donc qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Voilà, l'histoire, elle se reste plaisante à suivre. Beaucoup de créatures assez particulières hein, au niveau des designs. On retrouve un petit peu des créatures qu'on pourrait avoir dans l'univers Hellboy. Euh, donc, bah, moi, Hellboy, je suis fan, donc ça marche sans problème. Euh, Précédent ouvrage, The Six Gun, pouvait se rapprocher un peu d'Hellboy, bah, j'avais bien accroché. On en retrouve un petit peu là-dessus, donc là, ça marche vraiment très très bien. Aidez-moi, je t'aime. Merci, aidez-moi, je m'aime aussi. Donc, tac, et le dessin, bah, il manque un petit peu de sérieux. Enfin, les dessins sont bien, mais je trouve qu'il manque un peu de sérieux sur le visage de Shadowman. Euh, de temps en temps, il va prendre des expressions. Ah non, bah je ne te connais pas, aidez-moi, je ne peux pas dire que je t'aime. Mais merde, tu es dans le chat, donc oui, je t'aime d'être présent. Merci et de regarder, de t'être abonné. Je vous aime tous. Euh, Après, voilà, au niveau des expressions de visage, ça t'est pas forcément aidé parce que par la tête du baron samedi, puisque la tête du baron samedi, c'est juste un fan. C'est pas forcément super expressif, mais il s'en est très très bien sorti. Euh, Oui, je m'aime. Bah oui, forcément, je m'aime. C'est moi. Forcément, il faut s'aimer dans la vie. Du coup, voilà, et le niveau de dessin, voilà, même en jouant avec les ombres, ils arrivent à faire passer quelques expressions sur le visage du baron samedi. D'ailleurs, il y a un petit cahier graphique à la fin où le dessinateur, voilà, qu'on retrouve là par exemple ici, où voilà, va y avoir quelques petits détails sur les dessins. Donc mon premier tome, on attend la suite maintenant. Donc fin d'année, suite. Et passons à la dernière bande dessinée, qui est la véritable histoire du Far West, consacrée à Jesse James. Donc c'est une nouvelle série, hein. Donc là c'est une biographie sur Jesse James, sur comment il vécut, comment il est mort. Donc c'est le scénariste Dobbs qui a écrit pas mal de bandes dessinées biographiques et historiques déjà. Chris Regnault participe a priori au scénario. Il a fait, donc Dobbs a aussi fait des adaptations de H.G. Wells, donc de livres, et aussi du Alan Quatermain. Donc assez spécialisé sur, on va dire, voilà, sur des adaptations et de l'historique. Et le dessinateur, quant à lui, c'est Christophe Regnault, donc qui est spécialisé dans la BD historique, qui a fait dessiner de Gaulle, qui a fait Philippe le Bel aussi, comme dessin. Donc, je regarde, je lis mes notes, hein, je suis désolé. Et il avait déjà aussi collaboré sur L'Homme et Invisible de H.G. Wells. C'est l'INSP HV. L'IHV. Oh, j'ai pas là le IHV, là, je suis désolé, je n'ai pas la ref. Donc c'est une bande dessinée que j'ai lue en plusieurs chapitres hein, en publication. Je vais vous mettre quelques dessins. Euh, Déjà, je connaissais c'est inspiré de l'histoire vraie. Ah non, oui, c'est carrément une biographie, c'est l'histoire vraie de. Oh, tiens, un petit loupé. C'est l'histoire vraie de Jesse James. Donc, je connaissais à la. D'ailleurs, je connaissais sa fin, en tout cas, par l'intermédiaire du film L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Et du coup, bah là, on va passer un petit peu sur sa fin, parce que déjà maintenant on peut la connaître grâce au film. Et puis finalement, là, c'est toute sa vie de comment, bah, on peut pas dire comment il est né, mais c'est comment il vécut, comment il est mort. Hein, c'est vraiment ça son histoire. On va vraiment s'attarder sur comment il est venu
héros. Je vais mettre des guillemets à héros, puisque bah, c'était après la guerre de sécession, et au niveau des confédérés, je crois, les confédérés, oui. Enfin voilà, comment il est devenu bah, pour le clan des perdants, bah, un héros où ils ont pu s'identifier à lui et face aux Yankees, face aux Américains qui ont gagné, qui eux ont gagné. Bah, moi j'aime bien les westerns, j'aime bien les récits historiques, donc bah, j'aime bien cette bande dessinée, cette fameuse histoire de Jesse James. Des dessins réalistes, donc très bien pour une biographie, encore qu'on avait pu voir sur la bande dessinée qui était consacrée à un photographe, que des dessins pas réalistes pouvaient fonctionner aussi. Là, ça fonctionne bien. En plus, donc voilà, les dessins sont froids et durs, donc ça colle parfaitement à ce qui est raconté hein, dans un univers quand même très dur. Donc c'est une bonne découverte en tout cas, cet assassinat de Jesse James. Assassinat, non, ce Jesse James de la collection La véritable histoire du Far West. Donc cette série est à découvrir chez Glénat, et ils ont sorti en parallèle euh, une histoire sur Wild Bill. Ouais, il y a un film qu'il faut que je revoie parce que j'avais adoré le film. Et je pourrais peut-être me laisser tenter par la bande dessinée. On verra. Et bien très bien, en tout cas, aidez-moi. Merci beaucoup d'être passé et d'avoir discuté. Très sympa, merci pour le follow. Et puis bah, à une prochaine. Je reviens le mois prochain, au début du mois prochain, pour une nouvelle chronique BD. En tout cas, pour moi, là, hop, on en a terminé avec tout ce que j'ai pu lire ce mois-ci. On va se retrouver du coup le mois prochain qui sera le 1er juillet. Putain, si je lis quelque chose le 30 juin, je me dépêche pour faire la critique. Je suis en train aussi de préparer le prochain hors-série qui sera sans doute consacré à Yu Yu Hakusho. J'espère pouvoir le faire en juillet-août en tout cas. Parce qu'il faudrait aussi que je lise toute la série. Là en plus le mois prochain je suis très content, c'est qu'il y a une bande dessinée que j'ai lue là déjà qui est vraiment excellente et j'ai hâte de vous en parler. En tout cas, ce soir à la 21h, c'est le lancement du Kitsune Dungeon. Hein, donc soyez nombreux pour participer, mais ça, je sais que vous serez nombreux. Donc nous, on se retrouve le mois prochain. Donc je vous dis bah, bonne soirée, bon week-end et dans un mois. Des bisous, ciao ciao.